Faire enregistrer, voilà, ok. Alors, premièrement, sur le website Humanitarian Response, il y a une partie sur le Program Cycle où vous trouvez toute la guidance en anglais et en français pour le HNO, pour le SRP et pour le monitoring, ça va suivre dans les prochains jours. Alors, vous pouvez trouver tout ça, inclus les templates et aussi des outils. N'hésitez pas de voir ça et de lire la guidance si vous voulez savoir un peu plus en détail de quoi on va parler aujourd'hui. On va se concentrer aujourd'hui sur le Humanitarian Needs Overview, le SRP, Strategic Planning et Response Monitoring. Et moi, les prochaines 10 minutes, parler surtout sur l'aperçu des besoins humanitaires et le template est un peu le processus. Voilà. Et alors, l'aperçu des besoins humanitaires. Et excusez-nous, la présentation sera en anglais, mais on va parler en français. On n'avait justement pas le temps de traduire tout ça. On espère quand même, comme ça, vous pouvez bien suivre, même si la présentation c'est écrit en anglais. Alors, juste pour vous donner un peu du background, on a développé les guides dans un guide des relations l'année passée. Entre-temps, on a consulté avec les agences et les clusters ici au niveau de Genève, surtout pour simplifier et clarifier un peu les guides. C'était un processus assez important pour créer, je ne sais pas comment on dit en français, le buy-in de les partenaires ici. Pour avoir un consensus là-dessus. Et c'est important, bien sûr, parce qu'à la fin de la journée, sur le terrain, vous travaillez avec tous les partenaires et maintenant, comme ça, on a un consensus global. Ça veut dire que ici à Genève, les Global Clusters et les agences ils sont mis d'accord sur les guides, sur le template et le processus, etc. Les changements, comparés avec l'année passée, sont pas tellement grands. Il y a surtout un changement de terminologie dans le template, je vais vous montrer après. Et le guide d'orientation, c'est un peu plus pratique, un peu plus concret. Voilà. Alors, pour l'aperçu des besoins humanitaires, point premier que j'aimerais faire, c'est surtout, c'est pas juste un output, c'est pas juste un document, c'est surtout un processus. C'est une collaboration, en fait, un processus par lequel la communauté humanitaire analyse de manière collaborative les informations humanitaires existantes et arrive à une compréhension des problèmes les plus urgents. Et le but, c'est d'orienter la réponse stratégique de l'équipe humanitaire dans le pays. Des fois, il y a un peu une confusion. Les gens pensent que l'aperçu des besoins humanitaires, c'est un assessment, c'est un exercice de collecte de données sur le terrain. Mais en fait, l'aperçu des besoins humanitaires, c'est surtout basé sur des informations existantes, sur le data secondaire. Alors déjà, pour commencer avec ça. Alors, pour vous vite familiariser avec l'aperçu besoins humanitaires, on va regarder un peu la structure. Le template, en fait, il a changé un peu. Avant, c'était écrit Priority Needs. Maintenant, c'est en fait, les Priority Needs, ça a changé en principaux problèmes humanitaires. Il y avait une grande discussion là-dessus. Bon, à la fin de la journée, il y avait un peu de confusion. Ça veut dire quoi, priorité? Et surtout, les clusters aussi, ils avaient peur qu'on arrive à dire qu'un secteur, c'est plus important que l'autre. Ça, en fait, c'est pas le but de ça. Le chapitre principaux problèmes humanitaires, l'idée, c'est vraiment de souligner les 3 à 5 plus grands problèmes rencontrés par la population affectée. Et on veut vraiment souligner que ce n'est pas simplement une énumération des secteurs,
bon, un problème de wash, nourriture, de santé, c'est plutôt de décrire les problèmes majeurs d'une perspective intersectorielle. Alors, cette Key Humanitarian Issues, ces problèmes principaux humanitaires, c'est un aperçu en fait de l'analyse qui suit après dans l'aperçu du besoin humanitaire. Ce qui est vraiment au cœur du aperçu du besoin humanitaire, c'est le chapitre suivant. C'est en français les conséquences de la crise, Impact of the Crisis. Et il y a 3 sous-chapitres là-dedans. Il y a, vous allez voir, les moteurs et facteurs sous-jacents, private and underlying factors. Il y a le portée géographique et le profil démographique de la crise, et aussi la situation de la population. Et en principe, c'est quoi? C'est vraiment, en termes, ces 3 sous-chapitres, c'est le quoi, c'est le qui et où, et c'est la situation de la population. Et ces chapitres essaient de répondre à ces 3 principaux questions. Les moteurs et facteurs sous-jacents, c'est surtout quels sont les principaux problèmes, les vulnérabilités entre la crise, etc. Et la portée géographique, c'est vraiment c'est quoi les zones plus touchées. Et très important, c'est le nombre, le type et la situation géographique des personnes affectées. Souvent, ce qu'on a vu dans le passé, que à la fin du processus, à la fin c'était le cas, on a vite essayé d'élaborer combien de personnes sont affectées, combien de personnes par secteur, combien de personnes en total. Le processus du HNO suggère de ne pas attendre jusqu'à la fin de faire ça. En fait, c'est très important de commencer une analyse par regardant à ces chiffres. Et on a vu dans d'autres cas que souvent ça aide à vraiment stimuler les discussions et l'analyse. Si on prend ça un peu plus sérieux et on prend le temps avec les partenaires de regarder, de demander alors vous pensez combien de personnes dans mon secteur sont affectées, c'est quoi les groupes plus vulnérables, ils sont localisés où, et vous pensez ça comment se développer dans la prochaine année. C'est un point principal, et vous allez voir dans le template aussi, il y a assez de place vraiment réservée pour cela. Ok. Et après, la situation des populations affectées, c'est là où les secteurs ils peuvent donner leur analyse. Hein. C'est vraiment les premiers problèmes. Cette partie, la situation des populations affectées, dans le template, cette partie doit établir la base des problèmes humanitaires clés qui sont résumés en première page. Et c'est vraiment, on va vraiment souligner qu'on devrait là décrire les problèmes principaux de la point de vue de la population confrontée. Et vraiment d'une manière intersectionnelle plutôt que juste lister des secteurs un après l'autre. Voilà. Et après ça, il y a un chapitre qui est assez important, c'est vraiment les lacunes, les informations qui manquent. L'HNO, ça devrait aussi servir comme outil pour identifier qu'est-ce qu'on ne sait pas et qu'est-ce qu'on devrait savoir peut-être pour l'année prochaine. Alors ça, vous êtes déjà à identifier, souligner, ça c'est les lacunes majeures et il faudra travailler là-dessus dans les prochains mois à venir. Voilà. Et là, un changement comparé avec l'année passée, c'est le annexe l'environnement opérationnel. Avant, on voyait que beaucoup des aspects de la réponse, on a trouvé ça dans l'analyse des besoins. Et ce qu'on veut promouvoir avec le nouveau template, c'est vraiment de concentrer sur les problèmes tels quels et d'analyser séparément bon, c'est quoi notre problème de réponse. Et ça irait dans l'annexe environnement opérationnel. Et cette annexe regarde à la capacité nationale locale, la réponse internationale, l'accès humanitaire, etc. Et les questions là, c'est là qu'on regarderait aussi les contraintes financières, les contraintes facteurs d'accès, etc. Et c'est comme ça, c'est séparé vraiment des facteurs de la crise indépendants de la réponse humanitaire. Alors ça,
Euh, en bref, c'est la structure du HNO. La structure n'a pas vraiment changé, c'est surtout la terminologie qui a changé. Bon, juste pour vous vite donner un peu une aperçu sur le processus que le guide, eux, ils recommandent. Hein, il ne faut pas suivre. Bien sûr, à la fin, vous allez adapter le processus et les recommandations à votre contexte. Mais ce que le guide dit, il y a 4 pas majeurs. Et c'est surtout il y a les 4 étapes. Planification, conciliation des données, l'analyse commune et la définition des constats. Et ce que le guide vraiment suggère, c'est de prendre la planification assez sérieuse. Avec ça, vous pouvez vraiment gérer un peu le travail, le montant de travail, le temps pour passer là-dessus et aussi la qualité en fait, du produit. Et pourquoi la planification c'est important? Bon, c'est là l'étape où on va informer les partenaires et vraiment d'arriver à un consensus avec eux. Et ce que le guide suggère, c'est là de faire 3-4 trucs qui sont importants. Première chose, c'est de discuter avec le partenaire, c'est quoi les questions plus importantes qu'on va en fait répondre avec l'analyse. Déjà ça aide les partenaires à penser à l'analyse et les données collectées. Le guide suggère de former une petite analyse, une équipe d'analyse. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de tactique, une équipe qui peut travailler vite et efficace. Dans votre contexte, peut-être une petite équipe d'analyse, ça ne marchera pas. À ce moment-là, vous travaillez avec le Intercluster Coordination Group, hein, la ICCG. Et ça marche bien aussi. Mais si ces groupes est trop grand ou ces groupes ne marchent pas trop bien, bon, on suggère peut-être de former une petite équipe qui peut vraiment mener sur le développement de l'analyse, les consultations avec les partenaires et vraiment élaborer un premier draft de l'analyse. Aussi dans la planification, c'est bien de regarder c'est quoi les données qui sont disponibles et d'avoir consensus sur les rôles et responsabilités de chaque partenaire et aussi avoir un timeline très clair. Nous, on suggère de faire ça dans un meeting, un cluster meeting, ça peut être 1 heure, ça peut être une demi-journée, ça dépend un peu de votre contexte. Après, l'étape suivante, la consultation des données. Ça, c'est normalement l'étape qui dure plus longtemps. 2 à 3 semaines, ça dépend un peu des ressources, les données et tout ça. Et pendant cette étape, vraiment, c'est important d'organiser les données d'une manière qui peut vraiment aider à analyser après. Le guide donc, donne des suggestions pour les catégories d'informations. Aussi, le guide liste quelques outils que vous pouvez utiliser pour ça. Mais à la fin, c'est vraiment là que le travail tombe sur OCHA. Et c'est une collaboration entre IM et HAO. Hein. C'est pas seulement un travail du Information Manager, mais aussi de coordination et de reporting. Pendant votre consultation des informations, vous allez voir très vite aussi c'est quoi les informations qui manquent. Voilà. Et après, c'est vraiment développer cette analyse commune. Et normalement, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, les secteurs, ils font leur analyse pour leur secteur, bien sûr, ils doivent partager avec vous, mais après avoir un processus, une structure pour tout mener ensemble. Si vous avez une équipe d'analyse, ils vont faire. Si c'est la ICCG, bon, ça va être un autre meeting ou un demi-journée workshop pour mettre tout ensemble. Nous, ce qui marche bien, des fois, on considère que OCHA ou l'équipe travaille sur un premier draft et que ce draft va être partagé avec les partenaires et eux peuvent réagir là-dessus. Soit si vous faites ça dans un workshop ou dans un meeting, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui est plus conforme. Ce qui est important dans l'analyse, c'est vraiment
analyser et décrire les principaux problèmes du point de vue des populations affectées. Aussi, de penser à la durée du cycle de la planification. Des fois, on a vu beaucoup d'étudiants l'année passée qui sont un peu confus sur la situation de maintenant et la situation qu'eux ont projetée. Alors, dans votre narrative, dans l'analyse, on suggère vraiment d'être très clair qu'est-ce que c'est votre analyse des informations maintenant et d'être très clair ce que vous pensez que ça va se développer comment dans les prochains 12 mois, 18 mois dans votre le cycle de planification. Et voilà, il y a une liste, vous trouvez dans le guide, il y a une liste avec des suggestions qui vous aident un peu avec l'analyse, de renforcer cette analyse. Regardez ça va être sur la page 7 de la guide d'orientation. Et voilà. Et bon, je ne vais pas passer trop de temps. Comme je dis, les sources pour l'analyse, c'est surtout les informations qui existent déjà. Alors, ça c'est, comme vous voyez sur le slide, c'est les données d'évaluation et suivi qui existent déjà sur Smart ou un Livelihood Survey, etc. C'est les autres données, rapports sectoriels, des cartes statistiques bien sûr, mais aussi très important l'expert jugement. Surtout dans les contextes où il y a peu de données, on travaille avec les jugements d'experts, mais il doit documenter, il doit quoi le mot source, il doit bien indiquer ce qui a fait cette analyse. Et voilà. On a aussi un outil, c'est l'outil de classement de vulnérabilité. On va pas discuter trop en détail sur le ranking tool dans cette WebEx. On va faire un WebEx séparé avec un peu plus participation de IM, parce que ça va être une question assez technique aussi. Vous avez déjà vu dans quelques contextes l'utilisation de ce outil de ranking. Alors, on va passer plus de temps dans le WebEx séparé. Voilà. J'entends un chien. Peut-être le chien de Claudine qui, je vois, qui a reçu de nous joindre, je crois. Claudine, je crois que tu nous entends maintenant, c'est vrai? Oui, je vous entends maintenant. Voilà, super. Je te mets en mute, comme ça, et l'audio reste clair. Merci. Ok. Alors, vous avez certains outils, justement, l'outil de priorisation. Vous avez dans le guide une annexe qui vous donne un peu plus d'informations comment intégrer gender. Ouais, souvent, dans le passé, on a vu il faut améliorer l'analyse gender. C'est une critique assez c'est une critique qu'on entend tout le temps. Et cette fois, j'ai vraiment demandé à les experts gender de nous dire comment faire. Pas de seulement dire il faut le faire, mais de nous bien expliquer comment on peut le faire. Et en fait, vous trouvez dans le guide d'orientation un annexe de 2-3 pages qui met dans le détail comment on peut faire ça. Alors, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Aussi, sur le site de web, vous trouvez une page sur l'analyse d'environnement. On a demandé aussi à eux de nous donner des suggestions pratiques, comment on peut intégrer ça. Il faut toujours mettre, c'est pas encore là, une page sur la terminologie des caseloads. Pour le moment, ça est pris d'une guide, d'une dashboard, mais c'est vraiment, ça explique un peu la différence entre personnes affectées, personnes besoin, personnes targeted, personnes reach, etc. Aussi, si vous avez le temps, regardez le Indicator Registry. Si vous travaillez avec des indicateurs, c'est toujours bien. Là, un registre sur le site de web qui était consulté avec tous les partenaires au niveau Genève pour avoir un liste standard. Et vous allez trouver aussi des présentations. Il faut toujours le mettre, quelques présentations, mais si jamais vous devez faire quelque chose pour préparer une question avec vos partenaires, vous allez trouver aussi des présentations que vous pouvez travailler avec. Pour le moment, ils ne sont pas encore là. On essaie de mettre pour les prochains jours.
Et voilà, les amis, j'arrête ici pour le HNO. N'hésitez pas d'écrire des questions dans le chat, comme ça on peut suivre après. Et sinon, je vais donner maintenant à Isabelle, qui va parler sur le SRP. Sauf qu'il y a une question urgente, surtout n'hésitez pas de me poser maintenant. Et sinon, on va suivre avec le SRP pour les prochaines quelques minutes. Voilà, à toi Isabelle. Ok. Je sais pas en fait, il faut... Non, je sais pas, mais mieux de mettre. Ok, bonjour tout le monde, c'est Isabelle. Donc on va parler du SRP, donc du plan de réponse stratégique. Donc juste pour clarifier, là on est vraiment en train de faire une présentation très très générale. Comme Marcus l'a dit, on va faire des WebEx un peu plus techniques sur le HNO. La même chose s'applique pour le plan de réponse stratégique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous donner une idée générale, de discuter un peu ce qui a été changé par rapport à l'année passée, pour que vous sachiez un peu vers quoi vous aventurez. D'autre part, la plupart d'entre vous sont dans les pays du Sahel, qui a un calendrier un peu différent, donc on a encore pas mal de temps devant nous pour bien planifier les choses, pour que ça se passe la manière la plus fluide possible pour tout le monde. Je vois qu'il y a une question par rapport au HNO et je vais laisser Marcus y répondre dans un instant. Donc par rapport au SRP, qu'est-ce qui a changé essentiellement depuis l'année passée? En fait, c'est un peu comme pour le HNO, il y a pas mal de changements de vocabulaire. L'idée cette année, ça a vraiment été de consolider les changements qui ont eu lieu l'année passée et de travailler à obtenir plus de consensus au niveau des agences pour pouvoir travailler mieux avec elles, sachant que l'année passée, ça n'a pas forcément été idéal à ce niveau-là, disons. Les gros changements, alors d'abord, surtout, on essaie de vraiment renforcer le fait que le plan de réponse stratégique doit être un outil pour l'équipe de pays. Son but principal, c'est de vous servir en tant qu'équipe de pays à avoir un cadre pour votre réponse humanitaire. Et ça, c'est à notre avis quelque chose de beaucoup plus important que d'avoir un outil pour mobiliser des ressources, ce qui vient après, et pour lequel d'autres documents peuvent être mieux adaptés, et vous aurez bientôt des informations à ce sujet. Donc là, l'idée du plan de réponse stratégique, c'est qu'est-ce que nous, la communauté humanitaire dans le pays X, Y, Z, allons faire pour répondre aux besoins qui ont été exprimés dans le HNO. Ok, HNO en français, c'est aperçu des besoins humanitaires. Désolée, on va y arriver. C'est difficile d'être francophone et de travailler toujours en anglais, on ne sait même plus parler sa langue à la fin. Donc, voilà, l'essentiel, c'est vraiment d'avoir un outil commun qu'on va utiliser pour prendre des décisions, pour établir le cours, la direction de la réponse, comment on va faire cette réponse, et aussi pour avoir une base qui va être évidemment modifiable à tout moment s'il y a besoin. Donc, n'oubliez pas que si vous arrivez à un point de blocage ou à des difficultés dans le processus, rappelez toujours à vos partenaires que le SRP n'est pas gravé dans la pierre. S'il y a besoin de le modifier juste une petite partie ou de le modifier dans sa totalité, parce que la situation change, c'est quelque chose qui est faisable et qui ne devrait pas être excessivement compliqué. Et je pense que le processus de révision aussi est quelque chose qui est un peu plus facile à mettre en œuvre maintenant. Alors, quand est-ce qu'on fait le SRP? Bien entendu, après avoir une vue commune de la situation, mais aussi quelque chose d'important à se rappeler, c'est que ça vient avant le monitoring, mais que ça établit une base pour le monitoring. Donc tout ce qui va être fait ensuite pour analyser la réponse, pour s'assurer qu'effectivement on répond de manière correcte à la crise, pour voir qu'on atteint nos objectifs, toute la base de ça, ça va vraiment être établi au moment où on fait le plan.
et c'est quelque chose à tenir en compte. En particulier quand vous établissez des indicateurs, des objectifs pour votre action, rappelez-vous que vous allez devoir répondre par rapport à ces objectifs, que vous allez devoir mesurer ces indicateurs et surtout par rapport aux clusters, rappelez-leur bien cet aspect-là, parce que ce qu'on voit souvent dans les SRC et avant dans les CAP, c'est qu'on a une pléthore d'indicateurs, une pléthore de cibles qui sont des fois pas faciles à mesurer, voire impossibles à mesurer, qui ne sont pas réalistes ou qui sont mal renseignés et qu'au final, de faire un travail propre à ce niveau-là au moment du plan, ça va énormément vous faciliter la vie par la suite. Aussi par rapport au timeline, on va vous fournir des modèles de calendrier à utiliser dans vos pays. Je sais que certains d'entre vous ont déjà commencé à faire des calendriers et c'est vraiment bien si vous les avez déjà. Nous, on va vous fournir des modèles. Par rapport justement aux pays du Sahel, on n'a pas encore mis trop la pression, parce qu'on sait que le calendrier est un peu décalé, mais deux aussi parce qu'on sait qu'au niveau de Dakar, tout le monde est en ce moment à fond sur la réponse à Ebola, que c'est ça la priorité très clairement. Donc on attend un peu avant de commencer vraiment la communication par rapport au cycle annuel. Alors nous avons là une question de Abdoulaye. Je vais répondre à cette question dans un moment par rapport au cycle de financement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat de manière publique pour que tout le monde puisse aussi voir vos questions, ce sera plus simple, d'accord? Ok, en ce qui concerne comment ça se passe au niveau de la participation? Alors là, il n'y a pas vraiment de changement par rapport au passé. Le coordinateur ou la coordinatrice humanitaire reste le patron du processus et la personne qui prend les décisions finales si nécessaire. Les agences des Nations Unies, les ONG doivent impérativement participer au processus. Beaucoup se fait sous l'égide de l'équipe humanitaire de pays et aussi sous l'égide des clusters et des processus interclusters. Notre rôle en tant qu'OCHA est de faciliter le processus. Donc nous avons essentiellement un rôle de secrétariat, mais nous avons aussi un rôle important qui est de garantir la qualité du processus. Donc dans certains cas, ça signifie aussi de devoir des fois diriger l'équipe, lui donner des idées de bonnes pratiques et s'assurer que finalement le produit du processus n'est pas juste ce qui qu'on n'utilise pas le plus bas dénominateur commun, mais qu'on ait un processus de qualité. Une question qui est posée par Abdoulaye entre le Memorandum of Understanding entre OCHA et le HCR aura-t-il une application au niveau des SRC? Alors c'est une très très bonne question. À l'heure actuelle, ça change relativement peu de choses dans la plupart des pays où on travaille, dans le sens où on continue pour le moment à avoir un chapitre multisecteur dans les plans de réponse stratégique. Il y a des discussions qui ont lieu en cours à un niveau politique pour voir comment exactement on travaille ensemble et comment on gère les situations de réfugiés. On n'a pas encore de réponse par rapport à ça pour le moment, donc on essaye de continuer en mode à traiter les choses comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en tant qu'OCHA, nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que les SRC restent la base de la planification humanitaire. Ensuite, libre au HCR ou à n'importe quelle autre agence, à partir de cette base-là, utiliser les informations pour des outils de plaidoyer. Mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est que ce soit le SRC qui serve de base et d'où on extrait les informations, et non le HCR ou d'autres agences qui font leur propre plan et ensuite qu'on doit rétroactivement modifier les plans de réponse stratégique en fonction de ça, parce que c'est
contre-intuitif et pas très, très productif. Mais pour le moment, on doit gérer avec une situation qui n'est pas forcément évidente et on espère qu'on aura plus de clarté par rapport à ça très très bientôt. Donc voilà pour ce qui est de la participation. Alors, comment, là de nouveau, relativement peu de changements, dans le sens où on a toujours un produit final en deux parties. D'abord une stratégie de pays qui est donc la partie commune, et ensuite une partie de réponse par les clusters et qui est ensuite suivie par des projets dans OPS. À savoir que certains d'entre vous ont un système de coûts par activité. Cette méthode continue à ne pas être une méthode approuvée au niveau de l'AISI. Donc, c'est une chose à savoir. Je pense clairement les pays qui ont mis ça en œuvre jusqu'à maintenant vont continuer à le faire. Par contre, ce n'est pas une option qui est recommandée pour les pays qui jusqu'à maintenant ont travaillé avec un système de projet. Voilà. Donc ça c'est pour la partie projet, vu qu'il y avait une question de Benoît à ce sujet. Au niveau de la stratégie, ce qui est important, c'est évidemment qu'elle soit basée sur les besoins qui ont été exprimés dans le aperçu des besoins humanitaires, mais aussi que soient pris en compte tous les éléments externes purement à ces besoins. Donc, dans quel cadre est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce que l'équipe humanitaire peut faire et aussi ce qu'elle ne peut pas faire. Donc, délimiter un cadre dans lequel cette stratégie va avoir lieu. Et c'est important de formuler ce qui va être fait, mais effectivement aussi ce qui ne va pas être fait, ce qui ne peut pas être fait, parce que pour des raisons qui ne dépendent pas forcément de l'équipe humanitaire, donc que ce soit des questions d'accès, des questions de sécurité, ou aussi qui ne sera pas fait simplement parce que n'étant pas considéré comme partie des actions prioritaires de l'équipe humanitaire pour cette année. Donc pour cette stratégie, évidemment, on a des objectifs stratégiques avec des indicateurs qui seront utilisés comme base pour le monitoring. Donc, de nouveau, soyez réalistes par rapport à vos indicateurs et à vos cibles pour qu'on puisse vraiment mesurer le chemin parcouru. C'est vraiment important. Ensuite, les plans de réponse des clusters. Donc ça, c'est vraiment le détail de comment on va mettre en œuvre la stratégie, comment les clusters vont répondre, avec les clusters et leurs partenaires vont mettre en place la réponse. Alors là, il y a un changement qui est relativement important au niveau de la terminologie, qui est qu'au niveau interagence et au niveau des clusters globaux ici, ils ont demandé qu'on retire le mot priorisation des activités et des projets, parce qu'il y avait vraiment un sentiment que c'était quelque chose qui était difficile à gérer au niveau des équipes pays, que ça n'apportait pas vraiment grand-chose de positif et qu'au final, pour le moment, ce n'était pas particulièrement bien fait. On voit que dans la majorité des pays, il y a 80 à 90 ou 90 pour nos amis francophones de France, de projets qui étaient en très haute priorité, donc ce n'était pas vraiment quelque chose de très utile ou significatif. Ça utilisait beaucoup de ressources pour quelque chose de finalement pas très utile. Donc cette année, ce qui a été demandé, c'est qu'on utilise plus des catégories que vraiment des prioritisations. Donc là, on a laissé énormément de latitude aux équipes de pays pour voir comment ils veulent définir ça. Donc ça peut effectivement rester des priorités si vous estimez que c'est quelque chose qui a marché dans votre cas, mais ça peut aussi être, par exemple, de définir des projets qui vont être prioritaires dans la première partie de l'année contre des projets qui vont être prioritaires dans la deuxième partie de l'année. Ça peut être les projets entre guillemets surf, donc avec des critères souvent dédiés contre des projets de plus moyen à long terme. C'est vraiment à chaque équipe de pays de déterminer comment ils veulent utiliser
ce critère pour la planification de leur activité et des projets. Évidemment, nous on discutera avec chaque équipe pour voir ce qui a le plus de sens et comment ça peut être mis en œuvre et comment ça peut marcher. Je ne vais pas vraiment aborder ça aujourd'hui parce que c'est peut-être un peu tôt dans le processus. Donc, comme je l'ai dit, une fois que les clusters ont fait leur plan, il y a un processus de création de projets dans OPS. La plupart d'entre vous sont familiers avec ça et je ne vais pas vraiment revenir là-dessus. Et il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ça. Là où il y a des changements, c'est plus par rapport à la finalisation, que ce soit du SRP et des projets, dans le sens où on a essayé vraiment plus de donner la propriété du processus aux équipes de terrain et que le processus autant que possible soit finalisé chez vous. Donc, par exemple, tout ce qui est la revue des sièges est maintenant faite beaucoup plus au niveau de l'équipe pays. Donc, tous les commentaires des sièges vont revenir chez vous autant que possible via les représentants des agences au niveau pays, parce que on veut vraiment que que le coordinateur humanitaire signe sur une version finale et qu'on ait plus cette espèce de situation où le document, le draft est envoyé à Genève et que le document est finalisé ici et que ce qu'on vous renvoie à la fin soit dans certains cas relativement différent de ce que vous nous avez soumis, que ce soit au niveau des montants requis, que ce soit au niveau des documents eux-mêmes. Donc tous les commentaires des sièges, etc., reviennent chez vous pour une finalisation au niveau de l'équipe pays. Si c'est nécessaire, nous, évidemment, on va continuer à vous aider sur la finalisation par rapport à tout ce qui est édit de langage, que ce soit formatage, etc. Si vous n'avez pas la capacité de le faire dans le pays, évidemment, on vous soutiendra avec ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, la tendance va être, parce qu'il y a plus de capacité aussi au niveau IM dans le pays, que ces choses-là soient faites par vous et que le document final soit la propriété de l'équipe pays. Aussi, pour cette raison, par exemple, la publication peut être faite directement par vous et nous, on en reçoit une copie plutôt qu'un inverse, comme était le cas jusque maintenant. Évidemment, on va vous guider à travers tout ce processus, déjà par le système de desk et par le système où chacun de vous a un point focal ici qui va suivre ce processus avec vous, mais aussi via des sessions WebEx ou des sessions communes qu'on va mettre en place pour vous soutenir pendant les différentes étapes. Aussi, une chose importante pour toute l'équipe des pays du Sahel, n'oubliez pas que l'équipe de Dakar va être là, va de nouveau, comme l'année passée, établir un cadre commun pour les équipes, pour les pays du Sahel. Et donc, il faudra aussi qu'on soit assez attentif entre Dakar et Genève, qu'on vous donne une guidance qui est consistante et que ça se fasse avec aussi peu avec une communication aussi fluide que possible entre Genève, Dakar et les équipes de terrain. Je crois que je vais arrêter là pour l'SRP. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'était vraiment de vous donner une vue générale. Et je vais donner la parole à David. Il y a encore quelques questions. Alors attendez, il y avait encore une question à laquelle je vais répondre maintenant. Et c'était par rapport, c'est une question de Abdoulaye. Je vais lire la question pour tout le monde. Donc, le cycle pour le Sahel l'année dernière est allé jusqu'en janvier, alors que pour certains bailleurs, la période de décision des financements est novembre-décembre. Gardera-t-on le même cycle cette année, car certains partenaires s'inquiètent du décalage entre les deux cycles au risque de rater des opportunités de financement? Alors, on n'a pas encore formellement une décision de Dakar par rapport au cycle, mais je pense qu'il est relativement clair qu'on ne va pas revenir vers un cycle janvier-décembre pour le Sahel, simplement parce que les informations disponibles au niveau des évaluations des besoins ne sont pas disponibles à temps pour être sur un cycle janvier-décembre. Donc, il vaut mieux avoir un document qui a plus de sens, avec plus d'informations sur les besoins un peu plus tard dans l'année, que de faire un document juste pour avoir un document qui commence en janvier.
par rapport au financement, on n'a pas l'impression que c'est un gros souci cette année-ci, dans le sens où les plans de réponse stratégique 2014 de facto couvrent jusqu'à début 2015. Donc des bailleurs de fonds qui veulent prendre des décisions en décembre vont le faire sur la base des décisions qui seront disponibles à ce moment-là, et il y a des projets qui sont là auxquels ils peuvent allouer leur financement. Donc techniquement, ça ne présente pas de difficulté. La seule difficulté que ça présente est une difficulté pour laquelle nous, on ne peut pas faire vraiment grand-chose, qui est que les informations disponibles au niveau des besoins arrivent trop tard pour les bailleurs de fonds. Mais ça, c'est lié au cycle agriculturel du Sahel et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment changer. Et c'est une chose à laquelle les bailleurs, je pense, vont devoir s'adapter. On fournit les infos dès qu'on les a et dans ce cadre-là, ça peut être inclus après leur cycle de décision. Mais au niveau des outils et d'avoir des demandes de financement en place au moment où les bailleurs de fonds font les décisions, ça c'est quelque chose qu'on a de toute façon. Donc on ne va pas avoir cette espèce de petite période de comme on a eu l'année passée où entre fin 2013 et février 2014, il y avait de facto pas vraiment d'outils pour récolter les financements. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Abdoulaye. Je vais vite peut-être donner le microphone à Marcus pour une question et nous avant de passer à David. Et de toute façon, on est les trois là et on va encore faire une question-réponse à la fin si besoin pour être sûr qu'on a pris toutes vos questions. Voilà, Marcus, le micro. Oui, je vois une question du chat. En principe, combien de temps faut-il prévoir pour le processus HTML? Et aussi, l'outil peut-il être ajusté pour nos besoins spécifiques au niveau pays. Alors, pour le HTML, ça prend quand même 3 à 4 semaines pour un bon processus. Bien sûr, on peut faire un HTML en 2 semaines. Si on doit faire en 2 semaines, ça va être c'est très probable que l'analyse va être moins profonde et moins utile pour vraiment informer le planning après. Nous, on recommande de planifier 3 à 4 semaines pour le bien faire. Et justement, il y a un kick-off meeting un jour et après 2 à 3 semaines à collecte des données, le développement du premier draft de l'analyse et après aussi quelques jours, au moins une semaine pour faire l'analyse, comment et de générer des réactions des partenaires et de finaliser le document. Et pour l'outil de préparation, oui, ça doit être en fait ajusté pour le besoin spécifique au pays. Tout ce que l'outil va faire et la nouvelle version va sortir bientôt, c'est de vraiment donner une structure qui peut être facilement adaptée et l'adaptation, ça passe en discussion avec les partenaires. Eux, ils doivent mettre d'accord sur les indicateurs. C'est les partenaires qui choisissent les indicateurs qu'eux, ils pensent sont relevants pour leur secteur. Et à ce moment-là, l'adaptation se passe automatiquement. Alors oui, et si jamais il faut avoir une adaptation plus technique, bon, vous pouvez toujours travailler avec nous, nous sommes au service pour vous aider. Là, nous sommes en train de sortir une nouvelle version. Il y a un peu un délai ici parce qu'il y a une prospection au niveau Genève. Des partenaires qui veulent être plus, comment dire, plus involvés dans le développement. Mais on va partir avec vous dans les prochaines en 2 semaines, j'espère. David, alors, bonjour, ici David. Je vais vous parler 10 minutes de monitoring et puis on revient aux questions-réponses sur tous les points. Alors, je me mets sur la bonne image. OK. Le monitoring de la réponse humanitaire, c'est une histoire un peu différente que les 2 premiers, dans le sens où on n'est pas dans la mise à jour d'un guide qui existait. Il n'y avait pas de guide et pour la première fois maintenant, il y a un guide. Le guide n'est pas encore traduit en français, mais le guide pour le Periodic Monitoring Report, lui, il est traduit en français et il va être très bientôt en ligne. Il n'est pas encore en ligne parce que je suis en train de faire les dernières vérifications.
Et ensuite, il y aura la traduction du guide de la guidance elle-même, mais ça, c'est pas encore fait. Alors, donc, ce guide a été développé par un groupe qui s'appelait Monitoring Technical Group, qui réunissait les différentes agences et qui devait mettre les bases sur comment est-ce qu'on doit organiser le monitoring de la réponse humanitaire. Je vais vous donner quelques éléments forts du guide qui a été produit, mais bien entendu, vous pouvez le télécharger sur la partie HPC de humanitarianresponse.info. Et puis, vous êtes bienvenus pour l'écrire et envoyer vos questions, etc. Sur l'ensemble du guide. Donc, je vais juste insister sur certains aspects. Alors, avant tout, la définition, quand on dit response monitoring, on parle de quoi? On ne parle pas de toutes les choses dans lesquelles il y a le mot monitoring. On peut faire un monitoring des besoins, on peut faire un monitoring de la situation, on peut faire un monitoring des processus engagés avec les plateformes de coordination. Mais nous, quand on dit response monitoring, c'est le monitoring de la réponse et donc la définition, c'est un processus qui enregistre l'aide délivrée aux populations affectées, les résultats atteints par rapport aux objectifs du plan de réponse stratégique. Donc, en résumé, c'est fondamental. Le monitoring de la réponse, c'est qu'est-ce qui a été délivré, qu'est-ce qui a été donné. C'est ça qu'on va essayer de mesurer et pas toutes les choses dans lesquelles il y a le mot monitoring. Et pourquoi on va faire ça? Pour deux objectifs principaux. Donc, purpose, donc la raison pourquoi on fait du monitoring. D'une part, parce que ça va donner des éléments d'information pour les acteurs humanitaires eux-mêmes qui en ont besoin pour pouvoir rectifier, réorienter ou définir l'action qui doit continuer. Et d'autre part, parce que ça va être un élément pour rendre compte à des acteurs extérieurs, qui sont des bailleurs de fonds, le gouvernement du pays où on se trouve, le public de manière générale, les médias. Donc, on a deux objectifs dans ce qu'on va faire et on va avoir besoin de récolter des informations sur l'aide qui a été délivrée pour pouvoir faire des rapports pour ces deux audiences différentes. Donc, ça, c'est la définition. Et pour voir un petit peu plus exactement comment on fait ça, on va se familiariser avec ce qu'on appelle Result Chain, donc la chaîne des résultats, donc où on voit qu'on a 5 phases principales. On va avoir les inputs, les moyens qu'on met, ça peut être des gens, du matériel ou de l'argent, les activités que ça rend possible, ensuite les outputs, et là, désolé, mais en français on dit output, parce que pour la distinction entre output, outcome et impact, il y a des traductions en français, effet direct, etc., mais on n'est jamais bien d'accord, alors on a la mauvaise pratique d'utiliser les termes anglais. Donc, output, outcome, impact. Output, c'est les résultats directs. Donc, si j'ai distribué les kits, le résultat direct, c'est j'ai distribué 100 kits. Outcome, c'est les résultats à moyen terme, c'est les effets à moyen terme. Et donc, on voit qu'il y a une amélioration de la situation. Et l'impact, c'est carrément des indicateurs fondamentaux sur l'état de santé ou les conditions de vie des gens, où on peut mesurer que ça s'est amélioré, par exemple, avec une réduction d'un taux de mortalité ou de morbidité. Donc, dans cette chaîne-là, l'impact dans l'aide humanitaire, le plus souvent, on n'essaye pas de le mesurer. On va parler de output et de outcome. La plupart du temps, l'impact, il est difficile à mesurer. Pourquoi? Parce que l'aide humanitaire n'est pas le seul intervenant. Il se passe des tas de choses. Donc, vous pouvez très bien travailler sur la nutrition, mais en même temps, la situation de nourriture dans l'ensemble du pays s'est empirée. Et donc, l'impact, le résultat que vous allez mesurer, c'est que la malnutrition augmente, alors même que vous avez bien travaillé avec l'aide humanitaire. Donc, deuxièmement, l'impact, c'est quelque chose qui se mesure sur le long terme, mais souvent, le contexte change ou les acteurs ne sont plus là pour mesurer après 1 an, après 2 ans. Et donc, troisièmement, c'est très difficile à mesurer l'impact. Il faut des moyens, il faut des acteurs indépendants. Et donc, on va se concentrer à essayer d'améliorer notre capacité à mesurer les outputs et les outcomes. Et la partie à développer, c'est de mieux mesurer les outcomes. Et donc, comme on voit que ça va être mesuré et mis en regard avec les inputs, en fait, le monitoring va regarder donc 3 éléments dans ce qu'on voit ici. On va regarder les inputs, les outputs et les outcomes. Le monitoring va se concentrer sur ces 3 éléments. Alors, maintenant,
Ce tableau-là, ça c'est la chose la plus importante qu'il faut comprendre au monitoring, dans le monitoring. C'est que le monitoring, il est directement lié au planning qui aura été fait dans les prochains mois quand on va écrire le SRT. En effet, on voit dans la partie de gauche ici que le SRT est basé sur 3 niveaux. Le planning stratégique, le planning des clusters, les activités des clusters, les activités et les projets gérés par les organisations. Donc on a la dimension de l'ensemble du pays ou l'ensemble de l'actif avec la planification stratégique, et puis il y a la dimension cluster, et puis il y a la dimension des acteurs sur le terrain. En fait, quand on va faire du monitoring, c'est exactement la même chose. Au niveau des terrains où on a des activités et des projets, on va faire du monitoring au niveau des projets, et on va mesurer les résultats output. Au niveau des clusters, il y avait des objectifs clusters, il y a un monitoring à faire pour voir les progrès vers ces objectifs clusters. Et au niveau du planning stratégique, on avait des objectifs stratégiques avec des cibles et des indicateurs. On va devoir mesurer ça pour mesurer les progrès en direction des objectifs stratégiques. Donc, les 3 niveaux où on va devoir établir la stratégie au moment du planning, c'est en même temps la base pour ce qu'on appelle le monitoring framework, qui sera donc l'ensemble des activités de monitoring qui va se dérouler pendant l'année. Donc, on va voir plus en détail que le monitoring framework il est basé sur ces 3 niveaux. L'illustration suivante. Alors, maintenant, une notion très simple à expliquer, c'est que comment est-ce que concrètement je dois m'organiser pour améliorer le monitoring de la réponse collective, donc le monitoring des objectifs clusters et des objectifs stratégiques dans un pays. En fait, le guide propose 3 étapes. Preparing, monitoring, reporting. Alors, preparing, ça veut dire au moment de la planification, au moment où on prépare le SRT, c'est à ce moment-là qu'on établit les objectifs, les indicateurs, les cibles et qui va mesurer quoi. Donc, on prévoit à ce moment-là comment le monitoring va se passer pendant ce planning. Et le guide recommande de dire, quand on fait ça, on écrit un document qui s'appelle Monitoring Framework, dans lequel on décrit, voilà les indicateurs qui vont se mesurer, voilà qui va mesurer, quand, ça va sortir dans des rapports, à quel moment. Donc on se met d'accord en intercluster et avec le HCT, avec l'équipe humanitaire du pays, sur quel est le plan de monitoring pour l'année. Deuxièmement, le monitoring, c'est le travail continu tout au long de l'année, tel que planifié dans le document. Et reporting, c'est quelque chose de distinct de monitoring. Reporting, c'est on produit un rapport pour une certaine audience. Ça peut être un Periodic Monitoring Report, ça peut être un Humanitarian Dashboard, ça peut être un rapport annuel à la fin d'un cycle. Il y a différentes formes de rapports existants et puis des formes spécifiques pour certains pays, mais le fait de présenter les informations dans un rapport spécifique pour une audience spécifique, c'est quelque chose de distinct de l'activité de monitoring, qui elle est la collecte et l'analyse des données. Donc voilà les 3 étapes qu'on a prévues. Et ici maintenant, je vais détailler seulement la première des 3, celle qui s'appelle preparing, parce que c'est celle-là qui vous intéresse au moment où vous allez travailler maintenant sur la préparation des SRT. Donc la question principale pour le moment pour vous, c'est que devons-nous intégrer comme préoccupation monitoring au moment où on est en train de préparer le plan, au moment où on est en train d'écrire le SRT. Et c'est ça qui va déterminer ce que vous ferez ensuite dans l'année. Donc, on voit que les différentes étapes, c'est que les objectifs stratégiques ont été établis avant les plans de réponse des clusters qui vont devoir définir leurs propres objectifs en ligne par rapport aux objectifs stratégiques. Ensuite, les clusters vont définir des indicateurs pour leur plan cluster et une partie de ces indicateurs vont être utilisés comme étant liés aux objectifs stratégiques. Donc, je peux revenir là-dessus éventuellement après, mais je ne veux pas être trop long maintenant. Et donc, il faut attacher certains indicateurs au niveau des objectifs stratégiques
Et il y a moyen de prendre certains indicateurs qui viennent des clusters et qui vont être considérés comme relevants pour être utilisés au niveau des objectifs stratégiques. Et on peut aussi choisir d'autres indicateurs outcomes qui sont directement au niveau des objectifs stratégiques. Ensuite, on écrit le document que j'avais mentionné, le Monitoring Framework document. Et donc, ça, c'est le document qui dit, voici les indicateurs qui seront mesurés, qui va les mesurer, avec quels moyens, dans le but de produire quel rapport, à quel moment. Et donc, on prévoit ça. Et là, il y a un équilibre à trouver entre le fait qu'on voudrait mesurer des tas de choses, mais les ressources sont limitées, donc il faut faire ce qui est possible de faire avec les ressources, mais en même temps, il faut pouvoir avoir suffisamment dans un rapport pour que le HCP soit informé correctement et puisse prendre des décisions. Donc, le guide ne va pas vous dire quel est le bon équilibre entre les deux. Le guide va dire, un pays, une équipe de pays et l'intercluster doivent réfléchir à ça et décider eux-mêmes à quoi ils s'engagent en termes de production de rapports et de quels indicateurs seront mesurés. Quand ce document est écrit, il est soumis au HCP, donc vous voyez l'étape suivante, le HCP va vérifier et valider le monitoring framework. Si jamais ils disent « Ah ben non, c'est pas assez, un rapport par an, il faut plus », alors l'intercluster va dire « Ah ben très bien, mais dans ce cas, il faut plus de moyens, parce que sinon, nous, on ne va pas y arriver ». Et donc, il faut qu'il y ait une discussion là qui fait qu'à un certain moment, ce document, il est accepté par tout le monde comme étant la piste qu'on va suivre en termes de monitoring pendant l'année. Et donc, à ce moment-là, on a un monitoring framework finalized. Donc, voilà ce qui est, en termes de processus, proposé pour réussir à avoir un engagement collectif des acteurs, donc OCHA, le cluster, le HCP, l'intercluster, pour améliorer le monitoring collectif et la production des rapports. Alors, voici une autre manière d'illustrer le monitoring framework et la présentation des rapports. Donc, vous voyez la pyramide à gauche, c'est une image du monitoring framework. Vous voyez les trois étages supérieurs, ça correspond aux trois éléments du planning du SRP comme on avait vu. Les objectifs stratégiques, en dessous les objectifs cluster, en dessous les projets et les activités. On y rajoute la base qui est Financial and Material Resources, qui sont les inputs. Et donc, on voit que le monitoring va mesurer les inputs, les outputs et les outcomes. C'est ce qui est illustré par la pyramide. Deuxièmement, de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est un rapport typique, tel qu'il va être produit, selon le modèle qui est proposé, qui s'appelle Periodic Monitoring Report. Et donc, dans ce rapport, vous avez les résultats atteints à cette date, achievement par rapport aux objectifs stratégiques et par rapport aux objectifs des clusters. Mais le rapport, le Periodic Monitoring Report, ce n'est pas que les résultats. Le but, c'est d'informer le HCP d'une manière qui lui permette de prendre des décisions. Si on dit seulement « voilà ce qui a été délivré », ça ne suffit pas. On a besoin, dans le même document, d'informer le HCP sur les autres éléments que vous voyez au-dessus et en dessous. Donc, un update sur le contexte humanitaire, un update sur l'analyse des besoins, un update en termes de capacité de réponse, présence des acteurs, et accès, etc. Un update sur les demandes financières et les financements obtenus, un update sur la performance des clusters selon le Cluster Performance Monitoring Framework, une liste des challenges rencontrés, des défis, donc les problèmes rencontrés, un mot sur le travail qui est fait en termes de contingency preparedness, donc préparation aux urgences, et enfin des recommandations. Donc, l'approche, c'est de dire, le monitoring, c'est mesurer ce qui a été délivré et analyser ça, mais le rapport qui présente ça doit en même temps présenter les différents autres éléments d'information nécessaires pour que le HCP puisse prendre une décision. Je vais terminer avec la dernière slide, et puis j'arrive aux questions, je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont arrivées. Donc, ici, ce qu'on illustre, c'est un plan pour produire des rapports pendant l'année pour un pays. Donc, vous voyez ici un pays ambitieux qui dit, après 4 mois, nous allons faire un rapport sur les 4 premiers mois d'activité, un Periodic Monitoring Report. Ensuite, après 8 mois, à la fin du mois d'août, on va entreprendre la production d'un autre rapport qui couvrira les 8 premiers mois d'année. Ensuite, après 12 mois, on entreprendra de produire un rapport annuel.
Alors, c'est très ambitieux, hein, il n'y a pas beaucoup de pays, je ne peux même pas vous dire un pays qui a fait ça. L'important, c'est d'illustrer que c'est le pays qui décide quel rapport sera produit quand. C'est le pays qui prend le template que nous on propose et qui peut le changer. Vous pouvez changer le template et vous pouvez décider la fréquence de rapportage et vous pouvez décider ou non de faire un rapport annuel qui est quelque chose d'optionnel. Donc, l'idée ici, c'est de dire, voilà, un graphe comme celui-là, ça doit faire partie de votre monitoring framework, mais c'est vous qui décidez ce qu'il y a dedans, du moment que l'intercluster et le HCC étaient d'accord. Alors, voilà pour l'overview. Je vais vite lire les questions qui sont posées. Pour le monitoring. Je lis la question de Abdoulaye. À quel niveau de monitoring OCHA devrait être fortement impliqué? Quel est le niveau obligatoire pour le suivi du SRC? Alors, ça me permet de revenir sur un point qu'il faut absolument préciser sur le rôle de OCHA. Vous avez vu, je reviens quelques dias en arrière, que l'ensemble du monitoring framework, c'est de voir le niveau stratégique, le niveau cluster et le niveau projet et activité. Qu'est-ce qui existe dans la plupart des pays actuellement? C'est que les acteurs et les clusters s'organisent pour faire la récolte des résultats en termes de output au niveau projet, ce qu'on appelle parfois granular monitoring. Donc, c'est tous les éléments d'information sur le terrain, les kits distribués, les quantités de nourriture distribuées, le nombre d'enfants soignés, le nombre d'enfants vaccinés, etc. Ça, c'est quelque chose qui existe, qui est très utile et qu'il faut encourager les clusters à continuer. Mais ce n'est pas directement la responsabilité d'OCHA de faire ça. OCHA doit se concentrer à développer la partie qui manque, qui est la capacité à donner des résultats par rapport aux objectifs des clusters et par rapport aux objectifs stratégiques. Donc nous, quand on dit l'implication d'OCHA pour informer sur le collective response monitoring, donc faire le monitoring de la réponse collective, c'est les deux étages supérieurs. C'est être capable, dans le periodic monitoring report, d'informer sur les quelques indicateurs qui ont été attachés aux objectifs stratégiques et aux objectifs des clusters, avec le narratif qui va avec pour pouvoir bien comprendre ce que nous disent ces indicateurs. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un indicateur de malnutrition très élevé, un objectif de le diminuer, beaucoup de travail efficace qui est fait, et pourtant l'indicateur n'a pas baissé. Ben oui, si la situation nutritionnelle dans le pays n'a pas amélioré, vous avez sauvé beaucoup d'enfants, mais ça ne va pas se voir avec le taux, avec l'indicateur de malnutrition lui-même. Donc, il faut du texte pour permettre d'interpréter les chiffres, il ne faut pas faire un rapport avec seulement les chiffres. Donc, le rôle d'OCHA, c'est de développer cette dimension qui manque. Qu'est-ce qui existe dans la plupart des pays? C'est que quand on doit faire des rapports, on met des listes de résultats output. On a vacciné, on a distribué de l'eau, on a distribué de la nourriture, mais il n'y a pas vraiment des indicateurs clés au niveau stratégique et le narratif qui va avec. Donc c'est dans ça que OCHA doit s'engager, et la manière de le faire, c'est donc OCHA se propose au niveau de l'intercluster, nous devons écrire un document dans lequel nous allons fixer nos objectifs pour l'amélioration du monitoring de la réponse collective, donc les deux parties supérieures du schéma ici, et tout en se reposant sur la partie en dessous qui est la responsabilité des clusters. Donc en clair, vous dites au cluster, ah ben oui, Cluster Watch, vous avez toutes sortes d'agents qui font des différents types de programmes en distribution d'eau. C'est à vous de mettre en place la manière de récolter les informations de ça. Et quand vous allez agréger ça et que vous aurez des indicateurs au niveau du cluster, ça vous allez amener en intercluster et on va voir lesquels on va garder pour mettre dans le periodic monitoring report. Donc, le rôle d'OCHA, c'est pas d'aller remplacer les clusters pour faire de la récolte des résultats un par un au niveau du terrain, mais c'est d'utiliser ça et la contribution des clusters pour faire le monitoring à un niveau plus collectif. Alors, maintenant, j'ai pas d'autres questions directes, mais on est au terme de notre présentation. Donc, vous pouvez soit taper des questions sur les trois domaines qu'on a couverts, l'évaluation des besoins, la planification stratégique et le monitoring, ou bien vous pouvez lever la main et prendre le micro pour poser votre question pour tout le monde. Alors, qui est preneur?
Alors, quel lien avec ORS? Ok. Donc, toujours sur le monitoring. ORS, je suppose que tout le monde est familier parce que peut-être tous les participants sont du Sahel. Bon, s'il y a quelqu'un qui n'est pas du Sahel, donc ORS, c'est l'outil mis en place par OCHA pour l'ensemble des pays du Sahel qui permet une récolte des résultats. Donc, c'est une expérience tout à fait intéressante parce qu'on parle beaucoup de monitoring au niveau siège, mais on n'a pas encore développé des outils. Et donc, le fait d'avoir une expérience concrète, c'est absolument intéressant. Et ça a été mis en place cette année, et donc on aura quelques résultats cette année, mais ça va surtout servir pour l'année prochaine. Maintenant, ORS doit permettre de faire ce qui est proposé ici, c'est-à-dire la récolte des résultats au niveau terrain doit pouvoir être faite dans ORS avec une possibilité de les compiler, de mettre ensemble les résultats de différents projets et d'avoir des chiffres agrégés au niveau du cluster. Et à partir de là, c'est le travail en intercluster de voir quels sont ces résultats, ce que ça nous dit, lesquels sont les plus parlants pour se retrouver dans un rapport, et puis ensuite produire le rapport. Donc ORS, c'est un outil qui doit permettre de soutenir ça. Il n'y avait pas une tendance au niveau global dans les discussions avec les clusters d'avoir un outil comme ça, le même pour tout le monde, parce que beaucoup de clusters sont en train de développer un outil qui fait ça pour eux. UNICEF le fait, WFP le fait pour Food Security. Et donc, les discussions sont en cours, mais on n'a pas de conclusion pour voir une architecture et la complémentarité entre les outils à plus long terme. Pour le moment, c'est clair que pour le Sahel, tout le monde s'est engagé à mettre cet outil-là, et donc on va avancer avec ça. Mais en même temps, on ne peut pas dire vers où on va aller d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'il y a une claire volonté de cluster de dire le premier étage, dans les 3 étages que vous avez ici, donc le niveau projet et activité, c'est quelque chose que nous, les clusters, nous devons monitorer. Donc, voilà, dans le cas du Sahel, je pense que ça va quand même aider, le fait qu'il y a eu toute cette formation et que maintenant, l'outil est connu, ça devrait donc faciliter, voir si certains clusters disent non, nous, on veut rester avec Activity Info ou avec l'outil de Food Security. Et donc, ça c'est quelque chose que je suis en contact avec Christian, je suis intéressé par tous les feedbacks, et c'est un petit peu par l'expérience qu'on va voir si jamais les utilisateurs sont contents, et si ça nous donne les chiffres qu'on peut utiliser pour faire un rapport sur le monitoring au niveau de la réponse collective. D'autres questions sur les différentes phases, donc soit en need assessment, soit en planning, soit en monitoring. Vous pouvez taper vos questions ou vous pouvez enlever le mute et prendre la parole. Alors, question d'Abdoulaye, quel conseil au niveau de la périodicité du monitoring report? Les chefs de mission, les chefs de bureau de OCHA vont bientôt recevoir un message de John Ging dans lequel il va recommander de faire un rapport trimestriel. Donc ça va être maintenant le conseil de John Ging au chef de bureau. Ne soyez pas étonnés si ça arrive à votre niveau. En même temps, dans le monitoring guidance, qui est la référence intercluster, puisque tout a été discuté là-dedans et accepté en intercluster, on disait il faudrait en faire au moins un dans le courant de l'année et ce serait bien d'en faire 2. C'est pourquoi l'exemple de calendrier que je vous ai montré, il y en avait 2. Je reviens sur le calendrier, le voilà. Et donc on voit qu'il y en a 2 pendant l'année, plus 1 en fin d'année. Et ça déjà, c'est beaucoup de boulot. Donc, pourquoi on avait dit tel pays qui décide et 2 ce serait bien, et pourquoi on ne demandait pas plus? Parce qu'en fait, c'est beaucoup de boulot de faire ça. Il faut récolter les indicateurs, et pas tous les indicateurs peuvent se récolter tous les mois. Après, il faut faire une analyse pour pouvoir écrire les narratifs qui permettent de commenter les indicateurs. Donc, c'est certainement du travail. C'est certainement très très bien si un pays peut faire deux rapports dans l'année, mais je ne suis pas sûr que tous les pays soient capables de le faire. Maintenant, il va y avoir cette recommandation de John Ging, et donc ça va être quelque chose qui doit être décidé, peut-être discuté à l'intérieur de OCHA, et puis aussi voir après au niveau intercluster et HCT, et donc cette idée de compromis que je disais,
c'est évidemment très bien si vous pouvez le faire tous les 3 mois, pour autant que vous avez vraiment des données mises à jour tous les 3 mois qui nous disent des nouvelles informations. On avait un pays il y a 2 ans qui essayait le Soudan de faire un rapport tous les 3 mois, et puis ils ont arrêté parce qu'ils se rendaient compte que trop d'indicateurs, en fait, c'était le même, parce qu'ils n'avaient pas pu le remesurer. À ce moment-là, il y avait des indicateurs nouveaux et d'autres qui étaient en fait mesurés 3 mois avant. Donc, c'est vraiment quelque chose à décider selon la capacité qu'on a dans le pays. Maintenant, on peut prendre au mot les instructions qui viennent du siège et qui disent « vous devez faire beaucoup », et à ce moment-là dire « ah ben ça dépend de la capacité qu'on nous donne ». Donc, on peut essayer d'argumenter sur ça pour dire « il faut que dans l'équipe, il y ait quelqu'un en charge du monitoring, à mi-temps, et qu'il ait le temps, et on demande une visite de terrain, une visite au terrain de la part du siège, et bon, donc vous pouvez essayer d'argumenter sur le fait qu'il faut augmenter les ressources dédiées au monitoring afin de mieux répondre si jamais il y a cette pression pour faire 3 rapports dans le courant de l'année. Donc voilà au niveau de la périodicité, selon le guide, ça reste ouvert, et en interne à OCHA, il va y avoir une pression pour en produire plus. Alors, voyons s'il y a d'autres questions. Alors, il y a quelqu'un qui prend la parole? Non. Non, j'ai pas de question. Alors, j'entends. Oui, C'est qui qu'on entend? On entend quelqu'un. Ah, ben c'est Abdoulaye. oui. Oh, c'est Abdoulaye. Ok, j'ai juste une question globale hein, pour vous tous. En tout cas, merci pour cette présentation. Je pense que ça a répondu à pas mal de nos inquiétudes. Comme vous savez, le Tchad, on est en train de préparer un peu tout ce processus-là. Et on est un peu en lien avec Dakar, comme vous l'avez dit. Pour l'instant, ils ont d'autres priorités qui est le Ebola. Donc, mais quand même, on va commencer le processus ici. On ne va pas attendre et voir comment réagir en cours de route. Maintenant, on a eu une téléconférence avec nos collègues du Congo DRC par rapport à leur processus. Eux, je pense que pour cette année, ils sont en train de passer à un processus beaucoup plus multisectoriel avec l'utilisation de l'outil et un processus sectoriel. Donc, au lieu de pouvoir aller sur les besoins par secteur, ils vont sur les besoins et les vulnérabilités par crise. Ils identifient 1, 2, 3 crises au niveau du pays et le plan de réponse de ces classes-là, c'est par rapport à ces crises-là. Donc, on a, dans le plan de réponse, on a une crise et on a toutes les activités de réponse des classeurs par rapport à cette crise-là. Donc, je pense que ça, c'est un processus qui a fasciné notre chef de bureau et qui veut que nous, on commence un peu ce processus. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez bien ou vous êtes au courant du processus au niveau du DRC? Est-ce qu'il y a des challenges que vous pouvez partager avec nous pour nous permettre de pouvoir les considérer et essayer d'aller de l'avant par rapport à ça? Ok, alors, voilà, merci. Bien compris. Donc, moi, je vois bien de quoi tu parles parce que c'est quelque chose qui est sorti à la réunion des chefs de bureau à Genève il y a 2 semaines. Ceci dit, Isabelle et Marcus n'y étaient pas, et donc je me tourne vers eux. Je crois que vous n'êtes pas très familier avec ce à quoi vous avez fait référence. C'est une approche un peu différente que j'ai pu proposer. Donc, c'était Cécilia qui a assisté et d'autres personnes, mais Marcus n'y était pas. Oui, en clair, donc cette approche a été jugée intéressante dans le cadre du travail Etcheno et pas contradictoire avec ce qui était proposé. Mais elle ne change pas le fait qu'après, la difficulté est de traduire ça en termes de SRP, y compris dans des plans de réponse par cluster. Donc en fait, c'est comme s'ils changent un peu leur manière de faire la première étape, en regardant par type de crise comme première grille d'analyse, mais ils sont bien conscients qu'après, ils vont quand même conclure sur des objectifs stratégiques et des objectifs cluster, et donc ils étaient aussi un petit peu encore pas tout à fait sûrs de comment est-ce qu'ils allaient mener ce passage-là, même si la première partie était effectivement assez impressionnante. Ouais, moi, je peux peut-être juste rajouter de ce que j'ai vu de mon expérience, qui est que si on a des crises qui sont vraiment distinctes, et par exemple là, je pense au cas du Myanmar avec 2 crises qui sont complètement séparées, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir du sens parce que les réponses vont se soumettre.
dans le cas où on a des thèmes qui finalement sont liés au même groupe de population, je pense que c'est intéressant parce que ça pousse les clusters à discuter entre eux et à mieux collaborer. Et au niveau du processus, c'est intéressant à regarder. Et je pense qu'il faut aussi faire attention de ne pas se retrouver du coup dans des silos thématiques et où finalement un cluster va avoir des réponses parallèles pour des problématiques différentes, mais où ça va être les mêmes acteurs qui vont répondre. Donc, faire attention à cette histoire d'éviter de créer des silos additionnels, mais si au contraire ça peut forcer les clusters à mieux collaborer, à mieux travailler ensemble, avoir des objectifs communs, je pense que c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Donc, on a peu d'exemples pratiques où ça a déjà été fait. Il faut que je réfléchisse un peu parce que je pense qu'on a quand même quelques cas que je pourrais amener à la table. Là, je vais peut-être y réfléchir un peu, voir ce qui a été fait dans le passé, qui pourrait un peu correspondre à ça et apporter ça comme exemple potentiel si ça peut être utile à votre réflexion. Et j'ajoute encore qu'il y a donc une note, mais je crois qu'elle n'est pas encore envoyée, mais qui est une note de recommandation issue de cette réunion des chefs de bureau, là où il y avait RDC et où il y avait Alice pour le Tchad. Et donc il y a un document qui va produire une série de recommandations, et notamment sur ça. Maintenant, nous, on attend que ce document-là sorte, et puis on va voir dans quelle mesure on doit un petit peu revoir ou changer notre manière de conseiller, parce que la référence absolue pour nous, ça reste les guides, mais il y a une intention de OCHA de dire, en plus du guide, on veut rajouter une série de choses. Et donc ça, c'est en train d'être écrit par CRD pour le moment, et donc on va devoir un petit peu compléter nos recommandations, mais là on attend de voir ce qui va sortir dans le document. Donc c'est certainement quelque chose pour lequel il faut continuer à nous relancer. Justement, Marcus et Isabelle, puisque Marcus est votre bête, c'est dans le cas du Tchad. Je précise un autre point pour tous les Sahel, c'est que on a commencé à discuter avec Dakar l'idée de faire un atelier à Dakar où on inviterait les HPC Focal Points de tous les pays. Je ne peux pas vous annoncer que c'est sûr que ça va se faire. Disons que nous, on était preneurs et Dakar était intéressé, parce que ça permettrait, d'une part, de faire une formation de 3 ou 4 jours sur tout le boulot, et d'autre part, de clarifier pour tous les pays quel support vient de Genève et quel support vient de Dakar, parce qu'il y a plusieurs pays qui nous ont dit que l'année passée, ce n'était pas vraiment très clair. Donc, on est en train de discuter avec Dakar pour voir si on organiserait ça peut-être vers la fin octobre. Voilà une information. Retour vers vous. Merci bien, je pense que c'est très important parce que, bon, il y a pas mal de confusion par rapport à ça, surtout au Tchad. Comme vous savez, le Tchad, c'est pratiquement toute une nouvelle équipe qui est là et qui n'a pas participé au SRP qui est en cours présentement l'année dernière. Donc, il y a pas mal de questionnements au niveau des partenaires, même ceux qui étaient là sont un peu perdus. Donc, on est en train de travailler sur tous les aspects, mais je pense que ça serait une bonne chose de clarifier quand même tous ces appuis, tous ces outils, aussi qui viennent de Genève, et il y a une couche régionale qui vient de Dakar. Je pense que il se peut que tous ces outils soient utiles et essentiels, mais il faut une certaine cohérence pour éviter que ça soit perçu que beaucoup plus comme un facteur de confusion ou voilà, de non-clarté des choses, quoi. Voilà. Je pense que l'essentiel par rapport à ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, et même quand on essaie le maximum de clarifier, après, des fois, il suffit qu'un email ne soit pas posté à la bonne personne pour des fois induire une certaine confusion. Et je pense que l'essentiel, c'est vraiment qu'au niveau de l'équipe pays, vous soyez clair sur ce qui est important pour vous, comment vous voulez le faire, et de quelle manière ces outils vous seront le plus utiles. Et après, quitte à vous défendre si ce n'est pas exactement selon la guidance qui est fournie, parce que le but vraiment est que l'outil vous soit utile. Donc ça, à mon avis, c'est beaucoup plus important ça, plutôt que de suivre des directives si ces directives ne vous sont pas utiles, voire sont contre-productives. Ok, alors, d'autres questions? Moi, de mon côté, c'est fini. Je vais voir avec mes collègues. Vous avez d'autres questions? Bon, pas de questions de notre côté. Ok, je vois rien de la part des autres, donc je pense qu'on va
On va conclure. On regrette un peu qu'on n'a pas eu d'accord avec nous qui avait dit pourtant que l'heure leur convenait, mais on va peut-être devoir faire une autre session. On verra s'il y a suffisamment de clients. Abdoulaye, j'en profite pour un message personnel. J'ai besoin de parler avec toi sur les documents que tu nous as envoyés ce matin. Donc, je peux t'appeler vite dans la foulée, là, dès qu'on aura coupé. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, alors merci à tout le monde et puis bonne continuation. Terminé. Merci vraiment à vous. On reste en contact. Ciao. Allez. Au revoir. Au revoir.